ils ont commencé à former les hommes. Mais un jour, ces extraterrestres qui sont venus, ils sont venus ici, ils sont venus au Japon. Les extraterrestres qui sont venus en Afrique noire, ils sont venus des planètes qui sont habitées par les noirs dans le cosmos. Les extraterrestres qui sont arrivés au Japon, je sais ce qui s'est arrivé au Japon, je le sais. Les extraterrestres qui sont arrivés au Japon étaient des races jaunes. Et les restes qui sont arrivés chez les blancs étaient blancs. Et ils sont mis à former l'homme de la planète Terre. Et puis un jour, les extraterrestres, blancs, noirs, jaunes, se sont mis à se chamailler. C'est très grave. Et finalement, ils sont mis à se battre. Grave, grave, grave. Mais se battre avec quoi? Avec des armes nucléaires. À Shinkologwe, au Katanga, on avait pris de l'uranium que les Américains ont utilisé pour fabriquer la bombe atomique, qu'ils ont jeté sur Nagasaki. Mais ces extraterrestres-là n'ont même pas utilisé la bombe atomique qui est déjà très grave. Ils ont utilisé les bombes thermonucléaires qui sont encore très graves, plus graves que la bombe nucléaire. La bombe nucléaire provient de la fission nucléaire et la bipartition de l'atome d'uranium. L'atome d'uranium se coupe en deux, il libère l'énergie atomique, il libère une chaleur qui voisine les 5000 degrés. Vous, à 100 000 degrés, vous ne pouvez presque plus. La bombe atomique vous libère une chaleur qui va jusqu'à 5000 degrés. Et il vous émet, la bombe atomique, des radiations alpha, bêta, gamma, qui provoquent des mutations géniques d'êtres vivants. Donc la bombe atomique provient de la fission de l'atome d'uranium 236, l'uranium qu'on trouve au Katanga, et du vent. Ça souffle toutes vos maisons ici. Vous verrez, tous ces buildings vont être soufflés par la bombe atomique. Vous ne verrez plus rien à Kinshasa. Des radiations alpha, bêta, gamma qui vont modifier le corps des poissons qui sont dans les fleuves, des animaux et de votre corps. À la fin des comptes, c'est la catastrophe. Mais les extraterrestres qui étaient sur la Terre, lorsque les extraterrestres noirs, jaunes et blancs commençaient à se battre sur la planète Terre, ils ont utilisé des bombes thermonucléaires. La bombe thermonucléaire est obtenue par la fusion des atomes d'hydrogène. Deux atomes d'hydrogène se combinent d'une fusion. Et l'atome d'hydrogène se divise en deux, c'est une fission. Il y a donc la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Lorsque les extraterrestres sont mis à se battre sur la Terre ici, mais ils allaient détruire la planète Terre. Des bombes thermonucléaires ont tourné sur la planète Terre. Vous avez deux lunes dans l'espace. La planète Terre ici avait deux lunes. L'autre lune est au Terre. Et ça a produit un cataclysme horrible. Vous connaissez l'Australie? Les adeptes de Bundula Congo chantent en Angola une chanson sur l'Australie, une chanson qui est grave. Australie, ngewa kitu kaki giatulu kya bantu. Mamanzenza maizi kufiti kisa, ekukitu la cielo munza. Australie. Mais je ne veux pas aller là-bas, c'est trop. Je dis, je vous amène autre part, et ça risque d'être trop loin. Donc, cette lune est tombée. La planète Terre est au bord de la catastrophe. Les extraterrestres, avec leur science supérieure, ils ont su que ça deviendra très grave. Les extraterrestres blancs, les extraterrestres jaunes et noirs montent dans leur soucoupe volante, ils rentrent dans le cosmos. Et ils vous laissent souffrir ici sur la Terre. Des bombes thermonucléaires qui ont tourné sur la Terre, ils ont modifié
le code génétique des fils de la Terre qui habitaient sur cette planète Terre. Et après plusieurs années de mutations géniques, l'homme de la Terre qui était d'abord grand, il donne naissance à un enfant qui devient très court. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mutation génique. Et en Afrique, alors, les fils de la Terre qui habitaient l'Afrique sont devenus des gens très courts par leur code génétique qui a été modifié par des bombes thermonucléaires. Et après plusieurs années, ça a duré suffisamment d'années. Vous savez, devant le Seigneur, il a ce comme un jour. Si je vous dis que ça a duré 100 ans, pour vous c'est beaucoup, c'est rien. Alors les génies de l'espace, les dieux civilisateurs ont dit, l'homme que nous avons fait apparaître sur la Terre, son code génétique est modifié, il est devenu petite taille, il n'évolue plus, il faut modifier encore ce corps génétique en amenant les extraterrestres qui vont se marier avec lui, fusionner le sang, et le sang de ces extraterrestres va modifier le corps génétique de ces hommes, et du coup, les hommes vont le devenir grands. Alors les extraterrestres sont revenus, pas les mêmes. Là où ils sont venus, on a choisi d'autres. Pour venir au deuxième tour. Et dans le deuxième tour, est venu d'un Mouetetiaka Congo, un extraterrestre qu'on appelait Ne Nzalambanu. Le verbe kuzala en Congo signifie remplir. Et Anu signifie la connaissance sacrée. Ne Nzalambanu veut dire celui qui a qui est rempli des connaissances sacrées. Cet extraterrestre-là, qui venait de la planète Kakongo, c'était un noir, et qui est venu, on l'appelait Nenzalambanu. Et cet extraterrestre a mis au monde 12 enfants. C'est pourquoi Mwanda Kongo m'a demandé qu'il faut balancer dehors toutes les frontières coloniales en Afrique centrale et que je transforme toute l'Afrique centrale en un seul pays qui sera divisé en 12 provinces, en 12 États autonomes de type confédéral, ou en 12 fois 2 égale 24. Donc le minimum c'est 12, le maximum c'est 24. Que je balance dehors toutes les frontières coloniales et que l'Afrique centrale devienne un seul pays. Et ce pays devrait avoir 12 États au minimum. Parce que Nenzalambanu a mis au monde 12 ans. Je connais leurs noms. Parce que l'archange Mwanda Kongo me l'a dit. Et chaque tribu de l'Afrique centrale, il y a des grandes tribus en Afrique centrale qui sont certains de ces enfants. Les Bakongos sont sortis du premier enfant qui s'appelait Nalukengo. Et Nalukengo, c'est le gardien des mystères laissés par les fils des hommes, les extraterrestres venus en Afrique. Vous savez que Nalukengo, mais c'est lui Nalukengo, qui quand ils sont partis, qui pleurait, qui s'est lamenté en disant, il y a bon voilà, il y a ça. Il y a bon qui a massé méto. J'ai pris le sceptre de pouvoir qu'ils m'ont laissé lorsque j'avais appelé nos pères extraterrestres. Et ils ont entendu ma voix là où ils sont partis. Décidément, on m'avait laissé du pouvoir. Il s'appelle Naluke. C'est de cet enfant-là de Nenzalambanu qui sont issus des Bakongo. C'est pourquoi on a confié au Bakongo la mission de créer le royaume du Congo qui devait recevoir et donner à toutes les tribus de l'Afrique centrale. Le royaume du Congo a été créé pour vous, pour toutes les tribus de l'Afrique centrale. C'est pourquoi l'archange Mwanda Kongo dit que le Congo central, vous m'entendez? Le Congo central
Parce qu'il y a un soleil central. Et le grand être qui est descendu au Congo central, à l'aide de son zaza étincelant, un grand être est descendu au Congo central, il a baisé la terre du Congo central et il a dit à cette terre, tiens le cœur et la cohésion. Tiens le cœur de Katiopa. Ça veut dire, mais tiens le cœur et la cohésion. Katiopa, c'est l'Afrique. Tiens le cœur de Katiopa, donc c'est l'Afrique. Organise-le conformément à la volonté de Dieu. Donc le Congo central sera le moteur. Je regrette, mais il va être le moteur de l'intimation. Gare à vous. Si vous allez oser les obstacles à ce plan. Vous savez, le 4 janvier 59, les grands êtres de Mouela qu'on m'avait envoyé 3 chérubins. Très court, c'est comme ça. Ils ont neutralisé tout le monde à Kinshasa. Et quand on jugeait les adeptes de Bunda comme Ambanza, Moutakimbangu est passé là-bas. Quand Moutakimbangu est passé, il y a des tonnerres qui ont tourné dans le tribunal, qui sont tombés par terre, et ceux qui ont les yeux pour voir et pour entendre, qui ont les oreilles pour entendre, ont vu Moutakimbangu qui avait promis qu'à l'avenir, je vais envoyer encore 3 chérubins pour venir consoler le second Kimbangu qui est persécuté dans ce pays avec ses disciples. Mes chers frères, 3 chérubins, c'est trop. Ces jours-là, nous serons entre les dents et le maïs qui est plus fort. Les extraterrestres donc, sont venus sur la Terre, ils sont rentrés, ils ont laissé leurs enfants se marier avec les pygmées pour nous modifier leur corps génétique. Et le pygmée qui était de petite taille, qui s'est marié avec ces géants venus du ciel, avec les descendants des extraterrestres, cette taille a un peu augmenté. Et ceux qui sont restés, qui ne voulaient pas se marier avec ces êtres-là, sont restés. Des extraterrestres venus du ciel. Et en Congo, le ciel se dit Yulu Zulu. Et les Lemba, au Zimbabwe, une tribu s'appelle les Lemba au Zimbabwe, et les Lemba en Afrique du Sud, et nous, sont issus du même ancêtre Nalukengo Kelebako. Et ils disent qu'ils sont Banaba Zoulou, les Zoulous, parce que leurs premiers ancêtres venaient du ciel. Je vous ai parlé des Dogons, maintenant je vais vous parler des Zoulous. Leurs premiers ancêtres savaient que leurs premiers ancêtres venaient du ciel. N'oubliez pas que le premier président du Congo-Brazzaville indépendant était un Mukongo et il est Abbé Fulbert Yulu. C'est le ciel. Yulu au Congo-Brazzaville, Yulu au Gabon, Yulu Zulu en Afrique du Sud. Donc, les pygmées sont une tentative des génies de l'espace à vouloir modifier leur corps génique qui a été perturbé par des bombes thermonucléaires et de ce mélange entre les pygmées et ces êtres très géants est né les Bantous. Donc les Bantous, ils ont le sang des pygmées et le sang des descendants des fils du ciel.
la carte de 1857, vous voyez ici, l'Afrique est attachée. Bonjour à tous les bantous partout où vous êtes, que le Tout-Puissant bénisse son peuple avec abondance. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment important, c'est sur le lingala, qui est une langue beaucoup parlée parmi les bantous. Donc aujourd'hui, on va détecter les secrets qui se cachent derrière cette langue. Et on va vous donner des explications prophétiques pour aider chacun d'entre vous à comprendre qui est le véritable peuple élu. Donc, vous allez prendre note, vous prenez vos bibles, vous prenez des stylos, parce que c'est un sujet vraiment fondamental. Je vais demander à l'audience qui est ici de poser les questions avant qu'on commence sur le grand sujet du lingala. Bonjour, bonjour, nos frères et sœurs partout où vous êtes. Ok, merci pour la question que tu viens de poser. En fait, la sœur voudrait savoir, Israël antique était situé où géographiquement? Est-ce que l'Israël antique était situé là où est Israël actuel, ce que les gens appellent le Moyen-Orient, ou bien Israël était situé en Afrique? Donc c'est un sujet qui divise beaucoup de frères aujourd'hui. Donc nous allons couper court à ce débat pour que chacun de vous ait une explication claire selon les textes bibliques. Donc nous n'allons pas sortir les textes bibliques, nous allons rester dans le contexte biblique afin que chacun de vous comprenne où était situé Israël antique. Donc la première chose que vous devez comprendre, voilà. Donc faites en sorte que les enfants restent un peu calmes parce que c'est des sujets vraiment importants. Donc la première chose que vous devez comprendre, c'est que nous vivons actuellement, selon les récits, selon la vision, il y a deux visions en fait. Il y a la vision que nous ont imposée le colon édomite, et il y a la vision historique, la réalité historique qui existe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la vision que nous a imposée les Édomites occidentaux, le colon, l'oppresseur, c'est que l'Afrique actuelle est... Voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous avons deux visions ici. La vision que nous a imposée les Édomites occidentaux et la vision qui est la réalité historique. La vision que nous a imposée les Occidentaux, c'est la carte d'Afrique que vous voyez actuellement. On va vous le montrer sur l'écran. C'est la carte d'Afrique actuelle que vous voyez. Vous avez ici la carte d'Afrique. Donc la carte d'Afrique que vous voyez sur l'écran, on va essayer de vous montrer, voilà. Donc la carte d'Afrique que nous avons sur l'écran exclut le Moyen-Orient. Donc il n'y a pas le Moyen-Orient. Donc vous avez juste ici, ce que vous voyez ici, ça commence le nord. Vous avez ici l'Égypte au nord. Et le sud aboutit à l'Afrique australe qu'on appelle l'Afrique du Sud. Donc ça c'est la représentation que les Édomites imposent. Mais qu'en était-il avant? Donc si vous examinez les cartes antiques les cartes antiques du Moyen-Âge, vous regardez les représentations qu'ont fait les Européens de l'Afrique, vous voyez l'Afrique inclut le Moyen-Orient. Vous voyez le Moyen-Orient est collé à l'Afrique. C'est la tête de l'Afrique. Nous avons une carte ici de 1600, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Vous avez ici le Moyen-Orient et vous avez tout ça l'Afrique. Voilà. Donc on va voir une autre carte de l'Afrique.
de 1688. Ça, c'est les Hollandais. Comment ils représentent les cartographes hollandais? Vous voyez ici, l'Afrique est attachée au Moyen-Orient. Alors, on va prendre une autre carte de 1725. Toujours est-il, vous voyez, la représentation de l'Afrique. L'Afrique inclut le Moyen-Orient. Et on va voir une dernière carte, après on va pas s'attarder sur tout ça. On va voir deux dernières cartes. La carte de 1857. Vous voyez ici, l'Afrique est attachée au Moyen-Orient. Et une dernière carte, que vous voyez ici, de 1909. Vous voyez, l'Afrique est toujours attachée au Moyen-Orient. Donc, le Moyen-Orient qu'on appelle le Moyen-Orient actuellement représentait la tête de l'Afrique. Donc, on va prendre une plus vieille carte de 1600. Le Moyen-Orient représentait la tête de l'Afrique. Alors, cette tête a été décapitée par les Édomites français, notamment l'empereur Napoléon qui est venu en Afrique, qui a décapité la tête de l'Afrique en construisant ce qu'on appelle le canal de Suez. Le canal de Suez a coupé l'Afrique du Moyen-Orient ici, que vous voyez. C'était pour permettre aux bateaux de ne plus faire le contour de l'Afrique comme ça, de contourner l'Afrique pour aller prendre le pétrole de l'Arabie Saoudite. Dans le désert d'Égypte, certains ont cru à un mirage, un projet irréalisable. Rapprochés Orient et Occident, les pharaons le font pourtant 2000 ans avant Jésus-Christ. Un canal relie alors la mer Rouge au Nil. Les épices, les soies, y transitent jusqu'à la fin de l'Empire romain. Tombé dans l'oubli, ensablé, il faudra attendre Napoléon Bonaparte en campagne en Égypte pour remettre le projet de canal sur le devant de la scène. Ses ingénieurs concluent un écart de plusieurs mètres entre les deux mers. Le projet est abandonné. Ferdinand de Lesseps, lui, conserve l'idée. Vice-consul de France en Égypte, il saisit sa chance à l'arrivée sur le trône de son ami, le Khedive Saïd. Et Saïd Pacha, lui, avait une ambition, c'est son indépendance par rapport à l'Empire ottoman. Et pour lui, il y arriverait en internationalisant l'Égypte et en faisant ce canal. Et il a trouvé l'homme qu'il lui fallait, qui était son ancien précepteur. Ferdinand de Lesseps, l'ancien précepteur du roi, obtient une concession de 99 ans. Il assume la construction via la Compagnie universelle de Suez et l'Égypte fournit, elle, le terrain et la main-d'œuvre. Pour financer sa compagnie, de Lesseps fait un tour d'Europe pour exposer son projet et convaincre d'acheter des actions. Mais seuls les Français répondent présents. 84 000 actions ne sont pas souscrites. À ce moment-là, c'est l'amitié qui a joué. Parce que Saïd Pacha a accepté de financer les 44% des actions manquantes pour que la Compagnie universelle puisse démarrer. Les premiers coups de pelle sont donnés en avril 1859. Un chantier réalisé à la force des hommes et des chameaux. Pour creuser les 160 km qui séparent mer Rouge et Méditerranée, Ferdinand de Lesseps fait dévier l'eau du Nil vers le milieu du futur canal. Il alimente ainsi en eau des cavités naturelles des lacs asséchés. Ne reste alors que 80 km à creuser des deux côtés. Une avancée rendue rapide grâce aux premières machines à vapeur. Après 10 ans de travaux, le canal de Suez devient réalité. Les eaux de la Méditerranée rencontrent celles de la mer Rouge. Avec sa volonté de faire, Ferdinand de Lesseps écarte les continents. À l'Égypte et une respectabilité internationale. Le Khedive, qui n'est connu de personne à cette époque-là, invite l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, l'empereur des Français, et le monde entier en parle, les journaux en parlent. 15 jours avant, personne ne savait qui il était. Coup politique fabuleux, l'Égypte s'offre ainsi l'élément fondamental de son indépendance. Pour inaugurer le canal, le roi commande même un opéra à Verdi. Ce sera Aïda, une œuvre à la mesure de ce chantier pharaonique. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont coupé l'Afrique au milieu ici. Ils ont fait un canal pour permettre aux bateaux qui viennent de l'Europe de traverser l'Afrique
et de prendre le pétrole de l'Arabie Saoudite et d'aller jusqu'en Asie. Donc voilà, c'était le chemin le plus court parce qu'avant les Portugais contournaient ici, les navires portugais contournaient ici, et quand ils ont contourné ici, ils commençaient à prendre les esclaves ici, notamment en Afrique de l'Ouest, les grands esclaves, et puis en descendant juste en bas, ils ont commencé à prendre aussi les juifs africains qui sont en Afrique centrale. Donc leur contour partait jusqu'ici pour atteindre l'Asie, ce qu'on appelle l'océan Indien, qui est de ce côté-là. Là, l'océan Atlantique, l'océan Indien. Donc c'est ça. Donc comme vous voyez vous-même ici, l'Afrique, la tête de l'Afrique, c'est ce qu'on appelle ici, là, le Moyen-Orient, c'est la tête de l'Afrique. Elle a été décapitée avec la construction du canal de Suez par les Édomites français. Voilà. Donc on voit que l'Afrique a été coupée par les Édomites français. Et le personnage que vous voyez ici, c'est Ferdinand le Perse. Il a un signe maçonnique. Ce signe maçonnique exprime la main cachée qui agit dans l'histoire. Cette main cachée, c'est la main de Satan. Donc c'est une position maçonnique que vous voyez ici. Donc ce monsieur-là, ce démon édomite, c'est lui qui a pris l'initiative de couper l'Afrique, de décapiter la tête de l'Afrique, de ce que vous appelez actuellement le Moyen-Orient. Donc la tête de l'Afrique était appelée la région de Canaan, ce qu'on appelle Canaan. Canaan, c'est là où était Israël actuel, la terre de Canaan. C'était une terre qu'on appelle les terres de Cham. D'ailleurs, le mot Afrique n'est pas un mot biblique. C'est un mot qui a été donné par des Édomites. D'autres disent que ça vient du nom de Léo Africanus. D'autres disent que ça vient de Kafrir, du mot arabe Kafrir. Donc il y a un débat là-dessus. Mais toujours est-il, ce nom-là est étranger à l'histoire qui était l'Afrique. L'histoire biblique dit que cette terre, c'est la terre de Cham, dont la tête était la région de Canaan. La tête de l'Afrique, c'était la région de Canaan, qu'on a inclus actuellement par les francs-maçons comme voilà, le Moyen-Orient. Donc, on a l'explication ici. Donc, la vision de l'Afrique, selon la réalité historique, c'est que l'Afrique, le Moyen-Orient, la tête de l'Afrique, la région de Canaan, qu'on appelle Israël actuel, fait partie de l'Afrique. Elle ne fait plus partie de l'Afrique à cause des Édomites. Donc là, on est clair dessus. On est clair dessus. C'est les Édomites qui ont séparé Israël actuel de l'Afrique. Donc, dans la conception de Tata Nzambi, la terre de Canaan fait partie de l'Afrique. Mais dans la conception actuelle de la réalité édomite, elle ne fait plus partie de l'Afrique. Et c'est cette conception que défendent actuellement nos frères et sœurs qui font des vidéos et qui croient que la terre d'Israël actuelle est exclue de l'Afrique. Parce qu'à cause de la décapitation. Donc, maintenant, on va voir leur argument et on va examiner leur argument avec la réalité biblique. Donc, ma soeur, tu vas aller dans le premier argument qu'il donne. On va d'abord, avant d'aller dans la Bible, il donne des raisons selon la forme. Disons que dans la Bible, on trouve des noms comme girafe, qu'on trouve l'Autriche, on trouve l'hippopotame. Ils se disent que c'est des animaux typiquement africains. Comment se fait-il que dans la Bible, on en parle? Donc, comme tout à l'heure, on va vous dire, on vous a expliqué que Israël actuel faisait partie de l'Afrique et que l'on sait que selon les fresques égyptiennes que vous pouvez voir sur l'écran, les animaux, on voit ici les Africains apporter les animaux exotiques. On voit ici, faisait le commerce des animaux exotiques avec les Égyptiens. Vous pouvez voir ici la girafe, n'est-ce pas? Vous voyez,
Et ici, vous pouvez voir le lion. Et vous voyez ici, il y a d'autres animaux, des vaches. Donc, ils faisaient le commerce avec les Égyptiens que vous voyez ici. Voilà, donc nous avons suivi. Donc, la vérité triomphera donc. À bientôt. Merci. Bye bye.